Bonjour Bassem, alors ce sont 4 hommes et une femme qui sont jugés pour plusieurs dégradations et notamment pour le vol du chariot élévateur. Effectivement, Amira, le procès a commencé dans les alentours de 13h30 ici au tribunal de grande instance de Paris. 4 hommes, une femme comparaissent pour vol et détérioration. Je vous rappelle, c'était pendant l'acte 8, comme vous venez de le dire. C'était en janvier 2019. Certains gilets jaunes, un vol d'un Fenwick pour s'introduire à l'intérieur du ministère, le ministère de Benjamin Griveaux, à l'époque porte-parole du gouvernement. Au sein de cette salle d'audience qui se trouve juste derrière moi, pas moins d'une quinzaine de vidéos ont été présentées au tribunal. Des vidéos dans lesquelles on voyait cette scène avec le Fenwick, le ministère et surtout cette scène du Fenwick dans les rues de Paris. Donc ils sont arrivés progressivement à la barre, répondaient aux questions de la présidente, leur motivation et le contexte dans lequel ces actes ont eu lieu. Tous ont répondu ne pas savoir que c'était un ministère, tous ont répondu être dans l'effet de foule et dans l'euphorie du moment. Certains même ont déclaré qu'ils étaient alcoolisés. C'est le cas de l'individu qui conduisait ce Fenwick. Tous regrettent leur acte selon leur dire à la barre. Et puis le tribunal essaye de comprendre les motivations, le parcours de ces gilets jaunes. 5 gilets jaunes de région parisienne et du Nord comparaissent pour ces dégradations. Et puis on a pu observer dans les différentes vidéos que le Fenwick continuait sa course qui a terminé dans la vitrine de la banque Société Générale et puis des dégradations à la BNP. Ces deux banques-là sont aussi dans le dossier, sur le même dossier que le Fenwick. Ce procès doit durer 2 jours jusqu'à demain pour savoir éventuellement pourquoi de tels actes lors de cet acte 8 des Gilets jaunes. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Donc on verra la suite à partir de demain. Merci Bassem pour toutes ces précisions. Donc je ne vois pas comment ce gouvernement peut continuer de se regarder dans la glace, que ce soit Jean-Michel Blanquer, que ce soit Monsieur Castex, qui était responsable du déconfinement, et que ce soit ce président qui nous ment devant la caméra, qui a menti, c'était le cas le 14 juillet, en disant que la France serait prête en cas de deuxième vague. Et ce soir, il a eu le culot de dire que personne n'a vu venir cette deuxième vague, que personne n'a vu venir l'explosion des cas. C'est faux, il n'avait qu'à écouter les médecins, le conseil scientifique. Tout le monde, à peu près, a expliqué que la rentrée ne devait pas être faite comme ça. Les professeurs dans les écoles, qui étaient, eux, très conscients que le Covid était en train d'exploser, puisque soit ils ont été malades eux-mêmes, soit ils avaient plus de 3 ou 4 cas dans les classes. Mais encore une fois, pas de vague, il ne fallait pas en parler. Les soignants qui ont alerté, qui ont demandé toujours plus de moyens, qui ont dit mais qu'est-ce que vous faites finalement? Ça n'a aucun sens. Donc ce monsieur, Emmanuel Macron, président de la République française, qui a passé de belles vacances à ne rien préparer, le voilà aujourd'hui nous demandant de faire encore des efforts parce qu'il a été incapable de nous protéger, parce qu'il a été incapable de mettre en place les mesures qui feraient qu'aujourd'hui nous ne serions pas dans un deuxième confinement. Et ce confinement, eh bien, pour essayer de sauver l'économie, mais ça ne suffira pas malheureusement, je le crains, pour de nombreux entrepreneurs, c'est la clé sous la porte à partir de ce soir, de vendredi soir, eh bien, il faudra continuer d'aller travailler. On va garder les écoles ouvertes alors que c'est même là que le virus se transmet et se propage. Donc ça n'a encore une fois aucun sens à part nous prendre pour des hamsters. Mais je le redis encore une fois, on ne met pas un peuple en cage. Et regardez autour de nous, en Espagne, en Italie, un peu partout ailleurs. Je crois que partout, les populations en ont ras-le-bol de ces mesures idiotes qu'ils ne comprennent pas, parce que le virus continue et parce que la réponse qu'il fallait avoir, c'était éviter le contact, la rentrée comme elle a été organisée, tester, isoler, faire en sorte que les chaînes de reproduction du virus soient cassées très tôt. Tout ça n'a pas été fait et qu'est-ce qu'il reste pour nos gouvernants? Le confinement, c'est-à-dire empêcher les gens, empêcher et finir, mettre en terre la liberté. Ce gouvernement est morbide, les cimetières vont rester ouverts, mais les parcs vont encore fermer. Voilà à peu près la vie que nous propose Emmanuel Macron, c'est une vie de mort. Alors, j'étais très ridicule parce que je me regarde un gamin, mais ça fait, on se plaint depuis des mois. Depuis des mois, on fait des efforts, on a fait des investissements. On note les gens, on fait les gendarmes, et tout ça, pourquoi? Pour encore nous fermer un mois.
en avoir ras-le-bol quand je vais avoir des potes qui vont se tirer une balle dans la tête, parce que là, il y a des bistrots, ils vont plus rouvrir, hein, ils sont déjà dans la misère totale. Il y a des gens qui vont tout perdre, et tout un secteur est en train de mourir. Tout un secteur est en train de mourir. Oui, d'accord, il y en a qui meurent aussi du coronavirus, mais nous on meurt de notre boulot parce qu'on peut pas y travailler, quoi. Bonjour Jean-Marie Harribey, merci d'être avec nous cet après-midi sur RT France. Alors, réforme de l'assurance chômage, de nouveau reportée de 3 mois. Des syndicats jugent qu'elle ne doit pas être reportée mais annulée. De son côté, le gouvernement considère cette réforme utile. De quel œil la voyez-vous ? La déclaration du Premier ministre que je viens d'entendre sur votre antenne est assez extraordinaire, parce que si la réforme de l'assurance chômage, qui est projetée depuis maintenant presque 1 an et demi, et qui est reportée, si elle était aussi bonne pour l'économie et pour la société française, il faudrait l'appliquer, non pas en retard, mais dès aujourd'hui, la mettre à l'œuvre immédiatement et non pas la reporter. Donc il y a vraiment une volonté de dissimuler l'enjeu véritable qu'il y a derrière cette réforme de l'assurance chômage, qui est de diminuer les droits des allocataires et de renforcer les difficultés pour obtenir ces allocations, puisque vous savez que avant la réforme, il fallait avoir 4 mois de travail sur les 28 précédents, et la réforme a prévu de faire passer ce délai à 6 mois sur les 24 mois. Donc au final, il y aura une baisse des droits, et on a pu calculer, les organisations syndicales ou les associations de chômeurs ont pu calculer que si on regarde la médiane des allocations chômage, pour ceux qui les touchent, elle était avant la réforme de un peu plus de 900 € par mois, et elle va baisser de 200 €. Donc la médiane va se rabattre vers le bas. Ce qui veut dire que la moitié des chômeurs percevant des allocations percevront moins de 708 € par mois. Donc, dans une situation, il faut bien voir, où le chômage va certainement augmenter de près d'1 million de plus à la fin de l'année 2020 à cause du coronavirus, et le nombre de pauvres va exploser également avec une évaluation à peu près semblable, un peu plus d'1 million de pauvres. 1 million de pauvres, alors qu'on avait déjà près de 14 millions de pauvres en dessous du seuil de pauvreté en France. Donc s'il y en a 1 million de plus, rendez-vous compte les difficultés qu'ils vont traverser, alors que le plan d'aide aux ménages modestes prévu par le gouvernement n'a rien prévu de révolutionnaire pour améliorer leur situation. Les jeunes de 18 à 25 ans ne pourront toujours pas avoir accès au RSA. La fameuse garantie jeune, qui était censée pallier cette absence de RSA pour les jeunes de 18 à 25, cette garantie jeune ne va concerner qu'environ 150 000 jeunes, alors qu'il y a entre 900 000 et 1 million de jeunes qui arrivent chaque année en plus sur le marché de l'emploi. Jean-Marie Harribey, je me permets de vous couper. On sait bien que le gouvernement va revoir dans les semaines à venir les partenaires sociaux ainsi que les syndicats. Quels peuvent être les axes de négociation ? Les actes de négociation seraient très certainement la revalorisation des minima sociaux. Donc ces minima sociaux ne seront pas revalorisés, a dit le gouvernement, parce que l'idée c'est surtout de ne pas encourager les gens à ne pas rechercher un emploi. Mais si les emplois existaient, les gens le rechercheraient. Ça, on en a la preuve historique à de maintes reprises que la volonté des individus privés d'emploi n'est pas de rester dans la catégorie chômage, mais au contraire d'en sortir. Et l'idée selon laquelle revaloriser les minima sociaux serait difficile pour l'emploi est une contre-vérité.
alors qu'on a déversé des milliards et des milliards pour aider les entreprises. Donc 10 milliards par an de baisse de l'impôt de production, c'est-à-dire en 2 ans 20 milliards, alors que la revalorisation des minima sociaux coûterait bien moins. Donc là, il y a un choix véritablement important du gouvernement et je pense que les syndicats pourraient faire valoir cette exigence-là sans que l'économie française en subisse. C'est presque un paradoxe de soutenir cette idée. Merci Jean-Marie Harribey d'avoir été avec nous cet après-midi sur RT France. Je rappelle que vous êtes économiste, ancien coprésident d'Attaque France et membre des économistes atterrés. Merci beaucoup. Moi, je suis évidemment pour l'union nationale et je pense que face au terrorisme, il faut qu'on soit unis. Maintenant, on ne doit pas non plus être unis sur des bases complètement hypocrites. Et le mot islamophobie, c'est un mot qui est un mot terriblement pervers et je vais expliquer. Déjà, observez bien la manière dont le débat a glissé de la lutte contre le terrorisme à celui d'autre chose qui est du débat sur l'islamophobie. Moi, je suis pour déjà protéger les Français. La lutte contre l'islam radical, en tout cas. La lutte contre l'islam radical. Donc contre l'islamophobie. La haine anti-musulmane, c'est mon combat. C'est mon combat tous les jours. Très bien. Parlez-en à Gérald Darmanin, qui participait à des réunions en présence du CCIF, où justement le thème de la réunion à Tourcoing en 2013, c'était la lutte contre l'islamophobie. Il n'avait pas moufté à ce moment-là, donc demandez-lui pourquoi il y était. Maintenant, je vais vous dire une chose. À partir du moment où vous voulez lutter contre la radicalisation et contre, disons, l'islam radical, oui. J'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi Emmanuel Macron va voir Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui est un des grands pourvoyeurs, un des grands sponsors de l'islam radical, et qui lui dit, j'ai la citation, en novembre 2017, je suis un de vos amis, votre frère, à Mohamed Ben Salman, c'est-à-dire une des personnalités qui fait la promotion de l'islam radical dans le monde. On leur vend des armes à ces gens, madame, d'accord ? Hors compétition, mais champion toute catégorie, Gérald Darmanin a enchaîné les moments de grâce. Fermeture arbitraire de lieux ou d'associations. Donc j'ai demandé de faire fermer la mosquée. Opération de police sans lien direct avec l'enquête pour passer un message. Les rayons halal responsables du communautarisme. Moi, ça m'a toujours choqué. T'imagines le bol? T'es ministre de l'Intérieur depuis 3 mois et paf, attentat. Du coup, il a tout sorti d'un coup. Trop enthousiaste, le mec. C'est Castaner qui doit être deg. Jean-Michel Blanquer lance le Grenelle de l'éducation. Ah oui, un Grenelle. Ah, c'est bien les Grenelles. Enfin, rien qu'à l'annonce, on se sent bien tout de suite. Ça fait classe tout de suite, on se sent responsable. Ah bah oui, mais complètement. Mais d'ailleurs, on se souvient du Grenelle de l'année dernière contre les violences conjugales. Ça a changé, mais du tout au tout, hein. Et si ça suffit pas, le gouvernement lancera un hashtag. Et si ça suffit pas, le gouvernement lancera un numéro vert. Et si ça suffit pas, le gouvernement lancera un filtre pour vos photos de profil Facebook. Sur une note plus positive, faisons le point sur le Covid. Nous savons que le couvre-feu s'étend désormais à 54 départements. D'après le ministre de l'Intérieur, les Français acceptent cette mesure. C'est pas qu'il accepte, c'est que 135 €, ça fait cher la soirée. Ouais, surtout quand t'es au chômage partiel depuis le mois de mars. En fait, l'illégalité, c'est une question de pouvoir d'achat. L'application Stop Covid devient tous anti-Covid. En dehors du nom, aucun changement significatif n'est à souligner. Mais Cédric O souhaite en faire un couteau suisse numérique. Et oui, apparemment, il n'a rien compris au principe du couteau. Ou au numérique. Ou au suisse.